Bonjour et bienvenue à notre webinaire sur la gestion des mesures d'urgence. Mon nom est Caroline, je suis directrice du développement des affaires chez Targe et je suis en compagnie de Pierre Pilon pour la présentation sur les plans des mesures d'urgence PMU, réviser votre PMU en 2021. On a décidé de changer la formule en vous envoyant un petit vidéo enregistré parce que plusieurs clients étaient déçus de ne pas pouvoir participer le 28 à la présentation. Puis aussi, mais ça va vous laisser l'occasion de revenir sur certaines portions de la présentation s'il y a des choses que vous vouliez approfondir. Pourquoi on a décidé de faire un webinaire sur les PMU? C'est parce que je recevais beaucoup de questions, entre autres sur le plan de mesures d'urgence, les plans de sécurité incendie, puis on se rendait compte qu'il y avait beaucoup d'éléments qui étaient mêlés. Donc, on va essayer de démystifier avec vous c'est quoi les différents plans, c'est quoi leur utilité et leur encadrement légal. Je vais tout de suite commencer en vous présentant Targe pour ceux qui nous connaissent un peu moins bien. Targe, on professionnalise la gestion des hauts risques industriels. Ça fait plus de 25 ans qu'on est en affaires et on offre un service qu'on dit 360 parce qu'on va vraiment donner tout ce qui est nécessaire à votre entreprise pour performer en gestion des mesures d'urgence. Donc, premièrement, le département d'expertise, on voit tout ce qui est audit, analyse de risque et planification des mesures d'urgence. D'ailleurs, le PMU tombe sous l'onglet de l'expertise. Mais ensuite, une fois qu'on a nos plans, c'est très important d'avoir des formations adaptées sur le terrain pour déployer les mesures de prévention d'atténuation qu'on a mis en place. Donc, on offre des formations dans plusieurs secteurs, domaines d'expertise qui touchent la gestion des risques industriels, donc sécurité incendie, mesures d'urgence, travaux en espace clos, travaux en hauteur, matières dangereuses, etc. Puis finalement, on a notre troisième service qui est notre service d'impartition de main-d'œuvre spécialisée. Donc, on offre autant une main-d'œuvre qualifiée sur le terrain pour les sauvetages, sauvetage en hauteur, en espace clos. On va souvent combler des équipes dans les shutdowns dans les industries. Puis on a aussi un autre type de main-d'œuvre qui est plus au niveau de la consultation, donc des coordonnateurs de mesures d'urgence, des spécialistes en mesures d'urgence en impartition au Québec et à l'international. On est présent dans plusieurs industries, dans le fond, partout où est-ce qu'on peut trouver des hauts risques pour la vie des gens, dans les mines, beaucoup dans le secteur pâte et papier, agroalimentaire, etc. Je vais passer bientôt la parole à Pierre. Pierre qui est depuis 30 ans directeur de la formation et de l'expertise à l'international chez Targe. Pierre, il a un long curriculum vitae avec beaucoup d'expérience au niveau de l'éducation, donc une maîtrise en environnement, puis il poursuit actuellement son doctorat en environnement. Il y a aussi une grande expérience terrain dans diverses industries au Québec et à l'international et est spécialisé en gestion des mesures d'urgence. Merci beaucoup, Caroline, de l'invitation de pouvoir participer à ton premier webinaire. Effectivement, je pense que c'est une belle opportunité pour nous et les gens qui se questionnent sur les différents plans de pouvoir vulgariser les différences entre les PSI, PMU, PUA et PIU. Pourquoi un PMU? Dès le départ, on pense tout de suite à l'élément de faire preuve de diligence, donc de s'éviter de se retrouver dans des positions où on pourrait subir des poursuites soit au niveau criminel ou soit au niveau civil. Un PMU, ça nous aide à nous conformer sur le plan des normes, la conformité normative. Ça donne une belle image en entreprise au niveau de la réputation. Ça nous permet de nous rétablir rapidement suite à un sinistre ou une catastrophe. Par le fait même, on va aller chercher un gain de productivité. Ça devient aussi une marque de commerce pour les employeurs qui sont bien organisés et bien structurés au niveau des mesures d'urgence. Et vis-à-vis des assureurs, ça peut permettre d'obtenir des polices qui sont beaucoup moins dispendieuses et une meilleure protection. On aimerait vous introduire une petite étude de cas qui est, entre autres, le déraillement de Mégantic, le tristement célèbre événement qui s'est produit au Québec. Les différentes enquêtes ont permis de constater que MMA avait une faible culture au niveau de la sécurité. Il y avait entre autres des grandes faiblesses au niveau de la formation, des examens et de la surveillance des employés. Et le détail qui, à mon avis, est le plus important est qu'ils n'avaient en place aucun plan d'intervention d'urgence.
Et de ce fait, ça a contribué à la catastrophe que l'on rencontre. PSI, plan de sécurité incendie. Donc, le premier plan qu'on va voir ensemble. L'objectif, c'est vraiment de la protection des personnes. Donc, le plan de sécurité est fait pour qu'on puisse évacuer sécuritairement les occupants à un même point de rassemblement. Au niveau de l'aspect légal, le règlement sur la santé et sécurité au travail, entre les articles 34 et 38, spécifie que toute organisation doit avoir un plan d'évacuation. Toute organisation doit faire au moins un exercice annuel. Toute organisation doit avoir des extincteurs portatifs pour pouvoir se permettre d'avoir une première intervention. On sait que les extincteurs portatifs sont la première ligne de défense contre les incendies dans les industries. Il faut que les conditions d'utilisation des extincteurs portatifs soient toujours maximales et s'assurer que tous les systèmes d'urgence sont fonctionnels. Donc, par exemple, les lumières d'urgence vers l'issue de secours, les panneaux indiqués sortie et autres systèmes en place tels que le gicleur automatique. Au niveau normatif, donc, sur quelles normes on s'appuie pour élaborer le plan de sécurité incendie? C'est le Code de sécurité du Québec, chapitre 8, bâtiments et Code national de prévention des incendies Canada. Ça peut être le 2010, le 2015, et on retrouve l'information à l'article 282, plan de sécurité incendie. Le PSI, le plan de sécurité incendie, doit inclure tout d'abord les mesures à prendre en cas d'incendie, et donc faire retentir l'alarme, communiquer avec le service d'incendie, soit municipal ou soit de l'usine, de l'organisation. Il faut absolument renseigner, donc éduquer les occupants sur les marches à suivre. Il faut s'assurer de faire l'évacuation complète des occupants lors d'une situation d'urgence et aussi être en mesure de débuter une attaque sur l'incendie naissant. Donc, on cherche à circonscrire, maîtriser, éteindre complètement l'incendie. Ce que tu me disais, Pierre, c'est que cette première section-là est souvent bien réussie ou documentée dans l'entreprise, mais c'est la suite du PSI qui est moins présent, donc les prochains points que tu vas discuter. Effectivement, Caroline, dans plusieurs entreprises qu'on retrouve au niveau plan d'urgence, c'est que les gens vont avoir une page sur les mesures à prendre et malheureusement ne décrivent pas bien leur bâtiment, les systèmes mécaniques, les différents systèmes de protection, de sorte que ça ne rencontre pas les normes en vigueur, donc au niveau du Code national de prévention incendie. Le deuxième élément est de désigner et de préparer un personnel de surveillance. Donc, il faut former du personnel responsable sur place, rôles et responsabilités qui en font partie. Donc, ensuite de ça, il faut documenter notre plan de sécurité incendie en incluant les plans d'évacuation muraux qu'on apposte au mur dans les endroits publics et sur lesquels sont appuyés sur la norme NFPA 170, chapitre 11. Il faut tenir un exercice d'incendie annuel. Il faut aussi s'assurer d'avoir une surveillance des risques d'incendie dans le bâtiment. Donc, tout ce qui peut générer des sources d'incendie, on doit apporter une attention particulière, telle que les travaux à chaud, entre autres. Et il faut s'assurer que toute l'inspection, l'entretien de tout ce qui touche les systèmes de protection et de détection soit faite sur une base annuelle par des organisations sérieuses. Maintenant, on passe au PMU, le plan des mesures urgentes. L'objectif, c'est la protection de la communauté, des actifs de l'organisation et de l'environnement. Au niveau de l'aspect légal, on s'appuie sur la loi de la sécurité civile du Québec. Ce qu'on cherche à travers un plan de mesures d'urgence, c'est d'avoir des interventions qui sont rapides et contrôlées et coordonnées, de déterminer des procédures à suivre, surtout avec les risques spécifiques de votre organisation, de protéger vos employés et les visiteurs qui viennent vous visiter dans l'usine, de tenir compte de l'atténuation des sinistres et proposer des scénarios de rétablissement, et surtout de contrôler les risques que vous générez. Donc, beaucoup d'entreprises génèrent des risques qui peuvent avoir des conséquences sur la communauté environnante et vous avez la responsabilité de vous assurer que vous protégez bien les communautés. Je vous introduis au cadre de Sendai 2015-2030 et vous allez pouvoir faire des parallèles avec, entre autres, le Centre d'hygiène canadien,
et Sécurité civile Québec au niveau de ce qui est recommandé. Tout le monde reconnaît qu'il y a une croissance au niveau des catastrophes, surtout naturelles, qui ont doublé dans les 20 dernières années et qui sont de plus en plus intenses au niveau des dommages. Ce qu'on se rend compte aussi, c'est que les catastrophes récurrentes à plus petite échelle causent beaucoup de dommages aux petites organisations et aux petites municipalités. Et ça représente quand même une part importante de toutes les pertes qui sont causées par les sinistres. Toujours dans le cadre de Sendai, et ça, vous allez le retrouver à tous les niveaux, tant sur le plan des Nations Unies que du plan fédéral et provincial. Il faut prévoir, planifier et réduire les risques de catastrophes. Donc, il faut améliorer notre résilience, notre capacité à nous relever face à des sinistres. Il faut vraiment adopter une approche qui est préventive et privilégier une approche qui est plus humaine, donc la protection des communautés. Il faut se préparer aussi à tous les types de catastrophes ou de sinistres. Je vous disais tantôt qu'il faut investir au niveau de la prévention. Une étude qui a été réalisée aux Philippines démontre que 4% des dépenses consacrées à catastrophes naturelles ciblent la prévention, alors que 96% ciblent la réponse. Et pourtant, on met beaucoup d'emphase sur la prévention, mais les sommes n'y sont pas investies, ne sont pas affectées. Ce qu'on sait aussi, c'est que pour chaque dollar consacré à la prévention, ça nous permet d'économiser au moins 4 $ au niveau des conséquences ou des dégâts. Petite étude de cas, Neptune Technologies, encore une fois, un triste événement qui s'est produit ici chez nous. On se rend compte que la journée même de l'événement, les titres ont plongé sur les marchés boursiers de 10 et de 16%, et les sommes investies pour relancer Neptune se chiffraient à 43 millions de dollars. J'attire votre attention sur le fait qu'en 2012, donc la période qui a précédé l'explosion, il y a eu quand même 16 déversements d'acétone dans l'organisation, dont 4 déversements majeurs. Et là, il faut faire une corrélation entre la fréquence versus les conséquences. Plus vous avez de fréquence, plus vous risquez d'avoir, à un moment donné, un incident majeur qui pourrait se produire à l'intérieur de votre organisation. Ici, par exemple, on voit que c'est au niveau de l'analyse des risques internes de l'entreprise qui a un petit défaut. Ils n'ont pas pris en compte les risques qu'ils généraient, qui n'ont pas mis en place nécessairement des mesures de prévention qui étaient alignées avec la fréquence et les conséquences possibles des déversements d'acétone. Exactement, Caroline. En fait, l'aspect fréquence dans ce cas-là démontre qu'il y a eu là, je ne vous dirais pas de négligence, mais je vous dirais qu'il y a eu là, les gens n'ont pas allumé là, pour être capables de réagir et bien mieux se préparer. Toujours au niveau du plan des mesures d'urgence, le Conseil canadien d'hygiène, ce qu'il nous dit surtout, c'est que l'inexistence d'un tel plan pourrait entraîner des pertes considérables, dont de nombreuses victimes, des pertes d'actifs et effectivement là, la possibilité que l'entreprise ferme ses portes, donc déclare faillite suite à un sinistre. Au niveau québécois, la loi sur la sécurité civile, au niveau de l'aspect légal, toutes les entreprises et organisations qui sont générateurs de risques doivent déclarer ces risques aux municipalités ou au MRC où elles se trouvent. Elles doivent décrire l'activité, le bien générateur, exposer la nature et l'emplacement de la source du risque, ainsi que les conséquences prévisibles d'un sinistre majeur, faire état des mesures prises en déclarant et par d'autres moyens dont ils disposent pour réduire la probabilité et les conséquences. Donc, vous voyez qu'au niveau de probabilité-conséquence, ce sont deux mots et deux activités qui reviennent à tous les niveaux, soit international, national et provincial. Votre PMU vous permet d'effectuer une démarche de gestion de risque, de collaborer avec les entités de sécurité civile locales
évidemment de respecter les lois et règlements en vigueur, agir en cohérence avec les actions prises par les municipalités ou les MRC, et ça vous donne aussi l'opportunité d'introduire un plan de continuité des affaires. Donc, en cas de sinistre, qu'est-ce qu'on peut faire pour maintenir notre organisation vivante, active, et protéger l'organisation? Sur le plan normatif, on utilise les normes CSA et les normes NFPA pour être capable de structurer et bien organiser notre plan de mesures d'urgence. Au niveau municipal, le gouvernement du Québec a mis à la disposition des villes des documents de base qui servent au niveau du concept et de l'approche au niveau de la sécurité civile municipale. L'étape préliminaire au plan des mesures d'urgence est l'analyse de vulnérabilité et malheureusement, c'est une étape qui est très négligée dans beaucoup d'organisations. Il faut absolument identifier les risques auxquels vous pouvez être exposé et produire votre vulnérabilité face à ces risques. Dès que vous avez identifié une fréquence et une conséquence, ça va vous permettre d'appliquer des mesures de prévention pour diminuer la fréquence. Donc, si on se souvient de Neptune, plusieurs événements, on n'a pas appliqué de mesures de prévention pour diminuer la fréquence. Et vous appliquez des mesures d'atténuation pour diminuer les conséquences des événements. Maintenant, toutes les organisations vont faire face à un risque résiduel. Donc, malgré les mesures de prévention et d'atténuation, il y a quand même un certain niveau de risque qui demeure et que vous devez gérer. Les risques, on les catégorise en deux grandes catégories, soit les risques naturels et les risques d'origine humaine. Donc, naturel, on parle de danger géologique, météorologique, biologique. Biologique, ça me fait toujours un peu sourire maintenant parce qu'il y a 2 ans passés, quand on parlait de pandémie, les gens se sentaient à l'abri de tout, mais on réalise aujourd'hui qu'on est excessivement vulnérable. Au niveau des risques d'origine humaine, on parle des événements qui sont intentionnels, non intentionnels et technologiques. Et on se doit de rajouter à l'intérieur de votre analyse de vulnérabilité les dangers spécifiques à votre organisation. Quand on parle de sinistre, évidemment, il faut être capable de comprendre les tendances au niveau des sinistres. Ce que les statistiques internationales et nationales ici au Canada démontrent, c'est qu'il y a une hausse des sinistres d'origine naturelle qui, en grande partie, sont reliés au changement climatique. D'ailleurs, on peut faire une corrélation entre l'émission des CO2 et le nombre et l'intensité des événements catastrophes naturelles. Donc, sur les 20 dernières années, on a doublé le nombre de catastrophes naturelles. Sur le plan canadien, j'ai fait une petite recherche sur les 50 dernières années et on se rend compte que 70% des événements sont d'origine météorologique. Maintenant, au niveau des sinistres d'origine humaine, anthropique, depuis les années 1900, on peut comptabiliser 36,4% des événements qui sont d'origine humaine. Les impacts sont surtout reliés au fait que la population se retrouve aux alentours de ces installations-là. On a pensé qu'à Beyrouth, l'explosion qu'il y a eu récemment, mégantique, la voie de chemin de fer qui passe au centre du village, Fukushima, qui a un grand impact sur les populations environnantes, ainsi que Tchernobyl, où il y a des villes de plus de 200 000 habitants qui ont dû être abandonnées. L'inondation demeure le risque naturel prépondérant de par sa fréquence, ainsi que les orages subis. Une étude de FM Global qui a été réalisée sur une période de 10 ans en France démontre que lorsque les organisations ont un plan d'urgence, on peut réduire par 3 le montant des dommages. Donc, de là, l'avantage d'avoir un bon plan de mesures d'urgence en place. Votre PMU devrait contenir toute la partie administrative, la description des rôles et responsabilités avec les organigrammes en urgence, l'identification de votre centre d'opération d'urgence ainsi qu'un centre d'opération d'urgence alternatif. Donc, le coût doit contenir aussi tous les équipements de communication
et d'impressions qu'on pourrait avoir besoin lors d'une situation d'urgence. Les mécanismes de mise en fonction. Donc, on pense aux procédures d'alerte et aux procédures de pré-alerte. Les procédures de pré-alerte dans la littérature ont tendance à disparaître, mais ça demeure une procédure très importante, surtout quand on sait que le risque va nous toucher soit dans quelques jours ou quelques heures. Si on pense, exemple, aux avertissements météorologiques qui prévoient une tempête d'évecteur dans 3 jours, de façon naturelle, tout le monde, on se prépare à la maison avec nos chandelles, nos petits kits pour se faire à manger, des réserves d'eau. Les grandes organisations devraient avoir le même réflexe de se préparer à anticiper des pannes de courant. Le contenu doit avoir aussi un chapitre complet sur les communications, autant internes avec le personnel de l'organisation qu'externes vis-à-vis de la communauté. On a parlé un peu plus haut des risques spécifiques. Chaque entreprise se doit d'avoir les plans d'intervention spécifiques pour les risques qu'ils génèrent. Vous devez avoir un programme de formation sur place pour former l'ensemble de votre personnel, surtout à intervenir en situation d'urgence, et faire des exercices pour vérifier que votre plan fonctionne bien. Par exemple, Pierre, dans le plan de formation, qu'est-ce qui devrait contenir dans le plan de formation du PMU? Bien, lorsque vous faites votre analyse de vulnérabilité, un peu plus haut, on a mentionné que vous avez à gérer des risques résiduels. Ces risques résiduels-là vont nécessiter l'intervention de vos brigades, de vos employés, et ils doivent être bien formés pour pouvoir intervenir en toute sécurité. On va identifier les types de formations qui sont requises selon les risques, puis la fréquence des activités et des simulations, par exemple. Exactement. Tout ça, ça fait partie du PMU. Exactement. Je vois que Caroline a rajouté une petite attention. Le 9.1 ne constitue pas un PMU. Et oui, et on se permet de vous rajouter que il y a des organisations avec qui on travaille qui ont vu un service d'incendie se présenter à la porte et apposer un droit de refus parce qu'ils ne connaissaient pas les produits en cause. On a vu aussi dans des organisations où les services d'urgence n'étaient pas disponibles pour pouvoir répondre et limiter les conséquences du sinistre. Et on a parlé tantôt de plans d'intervention spécifiques. Chaque organisation, vous avez des risques uniques. Donc, vous devez bien vous préparer à faire face à des sinistres reliés avec ces risques. Petite statistique qui avait été faite par le gouvernement du Québec dans le plan au niveau du développement industriel. On comptabilisait à ce moment-là que 31,4 % des entreprises avaient un plan de mesure d'urgence, 8,3 % avaient une procédure d'alerte et mobilisation, seulement 6,9 % avaient un plan de sécurité incendie, alors qu'on sait que c'est requis par règlement. 4,6 % avaient un plan d'évacuation, 0,7 % avaient un programme de gestion de risque, ce qui n'est pas élevé. Votre plan d'urgence environnementale, maintenant, est requis par la LCPE, la Loi canadienne sur la protection environnementale de 1999. Les plans d'urgence environnementale sont encadrés par le règlement sur les urgences environnementales et vous devez vous conformer au règlement si les produits chimiques que vous avez en entreprise sont listés à l'annexe 1 et qu'ils dépassent les quantités seuil. Donc, dès que vous dépassez les quantités seuil, vous avez l'obligation de produire un plan d'urgence environnementale. Petite étude de cas à laquelle on a participé, mais malheureusement en amont suite à l'incident. Donc, une grande minière qui a connu un incident environnemental catastrophique qui a contaminé les eaux d'une rivière poissonneuse qui nourrissait plusieurs villages et qui a causé aussi des pertes de vie. Suite à l'incident, les grands assureurs de Londres n'ont pas voulu continuer la relation avec la grande minière. Et comme la minière n'avait pas d'assurance, elle était à ce moment-là obligée elle a subi une suspension de permis d'exploitation. Notre rôle à l'intérieur de ça, ça a été de les aider à se remettre sur pied, de se représenter vers les grands assureurs de Londres et de réobtenir leur permis d'exploitation. Dans ce cas de figure-là, Pierre, on était plus dans le 96 % qui se présentait tantôt en mode rétablissement plutôt qu'en prévention.
Effectivement. Et je peux vous dire que ça a coûté plusieurs dizaines de millions de dollars à cette organisation. Et encore une fois, des pertes de vie. Donc, ça, c'est inestimable. Et ça a touché aussi, sur le plan environnemental, une rivière qui était très riche. Ça l'a complètement anéanti. On arrive maintenant à votre plan d'intervention d'urgence. Le plan d'intervention d'urgence est requis pour deux grandes sphères d'activité, soit les minières au niveau là, du contrôle des eaux de déversement et aussi les organisations qui transportent des matières dangereuses. Donc, c'est une obligation par la loi. Vous pouvez être mis à l'amende si vous ne l'exécutez pas. On retrouve encore les mêmes principes de mettre en place des mesures de préparation, de prévention, d'intervention et de réparation. On se doit d'avoir la liste des personnes qui sont responsables avec un organigramme en urgence, description des rôles et responsabilités, établir un programme de formation, avoir une liste d'équipements d'intervention d'urgence prévus pour pouvoir contenir rapidement le sinistre et avoir en place des procédures d'alerte, préalerte et de notification à la communauté. En résumé, les étapes d'une bonne révision pour un plan en mesure d'urgence, on débute toujours par une visite externe afin d'identifier s'il y a des nouveaux dangers qui sont à proximité de l'organisation. Ensuite, on refait une visite interne complète de l'organisation pour s'assurer qu'il n'y a pas de nouveaux risques à l'intérieur même. On révise notre analyse de vulnérabilité. On révise les mesures de prévention et d'atténuation qui sont en place. Et à cela, je vous dirais que c'est important d'avoir une bonne veille parce qu'au niveau, sur le plan technologique, il y a beaucoup de nouvelles mesures qui peuvent être mises en place et qui contiennent plus efficacement les conséquences des sinistres. On révise évidemment notre organigramme, et ça, j'ai vu à plusieurs endroits des noms qui étaient dans l'organigramme d'urgence et les gens avaient pris leur retraite depuis déjà plusieurs années. Donc, c'est important de le faire sur une base régulière et de réviser comment vous partagez votre risque, soit avec vos assurances, les organisations environnantes, les parties prenantes, etc. Merci beaucoup d'avoir assisté. Comme Caroline vous le mentionnait, la demande était tellement forte et les gens étaient tellement déçus qu'on a modifié un peu notre façon de vous rejoindre. Toutefois, soyez assurés que nous sommes disponibles pour répondre à toutes vos questions. Ce que je vous suggère, c'est de prendre rendez-vous avec Caroline et on va s'assurer de nous rendre disponibles pour pouvoir vous supporter dans vos démarches. Merci beaucoup. Merci.